Merci, Monsieur le Président. C'est toujours difficile de débattre d'un projet de loi de plus de 400 pages qui modifie autant de lois, et ce, en très peu de minutes. Je suis ravie de pouvoir prendre la parole à la deuxième lecture de ce projet de loi et j'espère qu'il sera étudié à fond en comité pour que les préoccupations que j'ai en ce moment pourront être abrogées en comité et sinon, je vais présenter des amendements à l'étape du rapport. Monsieur le Président, j'aimerais dire que le retour accru au projet de loi Omnibus est un affront à notre démocratie. Le gouvernement avait peut-être déjà franchi cette limite auparavant, mais en ce moment, le Conseil privé a le record mondial de projets de loi omnibus, de projets de loi monstres. Alors, il y a des éléments qui n'ont rien à voir avec le budget. Je voudrais prendre une petite pause pour féliciter tous les partis à la Chambre pour avoir réussi à scinder le projet de loi pour faire un projet de loi distinct avec les dispositions qui portaient sur le régime de retraite des députés. Maintenant, je vais procéder rapidement et vous donner quelques exemples qui nous permettent de mieux comprendre certains dossiers. Le fait d'éliminer le conseil d'information, d'examen de l'information sur le matériel dangereux, eh bien, pourquoi est-ce qu'on s'en débarrasse? C'est pourtant essentiel pour que les entreprises soient au courant des matériaux dangereux. Ce que je trouve lamentable également, et ça figure dans le budget également, le gouvernement effectue des compressions dans les crédits qui avaient été proposés pour la recherche et le développement, surtout le crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental. Il est vrai que nous nous sommes ressortis de la tempête économique mieux que le reste du monde parce que nous avions un système financier mieux réglementé que le reste du monde, mais nous en sommes mieux sortis. Donc, regardons par contre où on s'en sort moins bien. Eh bien, en matière de productivité, et la productivité découle de la recherche et du développement. Et ça n'a donc aucun sens que d'effectuer des compressions dans la recherche et le développement. Je m'inquiète donc grandement des compressions dans la recherche scientifique et le développement expérimental par l'entremise du crédit d'impôt à cet effet. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce qu'on apporte certaines améliorations, mais je dois dire que, selon moi, en ce qui concerne le projet de loi, la partie du projet de loi qui concerne le pont, la loi précise qu'il n'y aura pas d'évaluation environnementale et que, en ce qui concerne le pont entre Windsor et Détroit, il n'y aura pas d'examen non plus en vertu de la loi sur les pêches, de la loi sur les espèces en voie d'extinction, sur la loi sur les voies navigables ou la loi sur la protection de la navigation. Et donc, on élimine les examens réglementaires en fonction de ces lois, comme si c'était inutile pour les projets qui nous intéressaient véritablement. Je crains que cela soit tout à fait lamentable. Maintenant, j'aimerais passer un peu plus de temps sur ce qui suit. Ça surprendra peut-être la Chambre. Le projet de loi devait porter sur les emplois, la croissance. Oui, on en entend toujours parler. Mais l'un des secteurs clés en matière d'économie au Canada dont on entend peu parler, c'est le tourisme. J'aimerais vous parler de son importance. Le tourisme représente une plus importante part du PIB du Canada que l'agriculture, la foresterie et les pêches combinées. On emploie dans ce secteur quelques 600 000 Canadiens, ce qui génère quelques 80 milliards de dollars en activité économique. Qu'en est-il du tourisme? En 2002, le Canada était considéré comme le 7e pays dans le monde à être l'une des meilleures destinations sur la planète. Eh bien, en 2011, nous étions rendus au 18e rang. Nous sommes passés donc du 7e au 18e rang. En combien d'années? En 9 ans. Qu'est-il arrivé? Eh bien, les politiques du gouvernement actuel et c'est l'une des premières choses que le gouvernement a fait dès son arrivée au pouvoir. Ils ont éliminé le crédit à la TPS pour les visiteurs. Ça ne coûtait presque rien pour le pays parce que très peu de personnes en profitaient, mais on s'en est débarrassé. Ensuite, qu'en est-il des États-Unis? Eh bien, je pense qu'on aurait dû faire en sorte que les visiteurs au Canada et les visiteurs et aux États-Unis puissent se déplacer sans restriction. On a imposé un passeport, ce qui a beaucoup nui au tourisme. Dans le projet de loi C-38, on a changé les lois concernant les travailleurs saisonniers. On a rendu encore plus difficile pour les travailleurs saisonniers de quitter une industrie saisonnière comme le tourisme.
et d'y revenir par la suite. Parce que si on doit trouver un autre employeur, on risque de n'être plus disponible pour la prochaine saison touristique. Qu'en est-il de l'immigration et des réfugiés? Eh bien, il y a de toutes nouvelles politiques qui touchent les voyageurs vers le Canada. Tous les voyageurs à destination du Canada vont maintenant devoir remplir un processus de demande. Donc, on doit répondre à certaines questions avant d'entreprendre son voyage. On va ainsi créer une autorisation électronique de voyage. Bon, ce n'est pas exactement le libellé du projet de loi, ça figure dans le communiqué technique. Il y aura donc une nouvelle autorisation de voyage électronique. Et il y a quelques points qui m'inquiètent. Tout d'abord, cela nuira au tourisme, ça ne fait aucun doute. Lorsqu'il y a des exigences en matière de visa pour le Mexique, par exemple, et les anciens pays du bloc soviétique, ça a des répercussions sur le touriste. Tout ce qui est considéré un obstacle au tourisme, les gens se poseront la question, est-ce que je vais me rendre au Canada ou est-ce que je ne vais pas plutôt me rendre, de faire une croisière sur le Rhin? Les gens ont le choix. Mais si le gouvernement vous oblige à remplir un nouveau formulaire, peut-être que vous vous tournerez vers une autre destination. C'est une erreur fatale, Monsieur le Président. En outre, ça ajoute à la sursécurisation de nos frontières. Si on veut que le Canada soit une belle destination touristique, ça n'incite pas les gens à le faire si on les avertit qu'ils pourraient être mis sur une liste d'interdiction de vol. Maintenant, parlons des changements apportés à la loi sur les voies navigables dans le projet de loi C-45. De l'autre côté de la Chambre, on nous dit que de nombreuses plaintes ont été déposées parce que les voies navigables qui ne sont navigables qu'en saison sont tout de même couvertes par l'ancienne loi. Peut-être que ce sont des problèmes, toutefois, qu'on pourrait régler avec une petite mesure ponctuelle. Et si la solution est plus lourde est plus grosse que le problème. Je pense que ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a retiré de la protection de la loi sur les voies navigables 99% de nos voies navigables, disant que cette loi ne devrait pas porter sur les voies navigables, mais seulement sur la navigation. Eh bien, permettez-moi de revenir au droit constitutionnel pour vous donner un peu de contexte. On ne peut pas dire logiquement que ce projet de loi n'avait que tel ou tel objectif. Surtout si le projet de loi a été adopté en 1867. On ne peut pas dire, eh bien, en 1867, on n'avait absolument pas l'intention que cela s'applique à l'évaluation environnementale d'un projet de barrage. Non. Et comme le professeur Peter Hogg a dit, on ne s'attendait pas non plus à l'époque qu'il y ait un système interprovincial de téléphone parce que ça n'existait pas à l'époque. Et comme le professeur Hogg le disait dans l'un de ses textes sur le droit constitutionnel, il est déjà bien établi que le libellé utilisé pour décrire les catégories de sujets ou les autorités n'est pas figé. C'est parce que ce langage n'aurait pas été compris en 1967, justement. Les mots utilisés dans la loi doivent plutôt être interprétés de façon progressive ou progressiste afin que ce soit toujours adapté aux nouvelles conditions et aux nouvelles réalités. Comme l'un des membres de la Cour suprême a conclu dans les années 90, la loi sur l'Amérique du Nord britannique a fait du Canada un pays qui peut évoluer au sein de ses propres limites. Donc, il est absurde que les députés ministériels nous disent que la loi sur les pêches ne devait porter que sur les pêches et non pas sur les poissons, que la loi sur les voies navigables ne devait pas porter sur les voies navigables, mais en fait sur la navigation. Non, ça n'a rien à voir en droit. Ce n'est pas logique en droit ni en politique publique. Ces lois sont fondamentales dans la protection de l'environnement au Canada. Mais en fait, s'il est question de navigation, pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent autant à la navigation? Ils ont protégé certains lacs dans le royaume des vacanciers. Mais qu'en est-il des autres millions d'hectares du Canada où il n'y a pas de vacanciers ou de chalets? On a éliminé la protection de tous les cours d'eau sauf 62 rivières et 97 lacs. Mais qui donc va défendre notre droit à la navigation? En vertu de la Constitution, aucune province n'est autorisée à combler ce vide lorsque le gouvernement provincial, puisque le gouvernement fédéral est responsable de ce dossier. C'est sans précédent. Le gouvernement fédéral va délibérément et sciemment se retirer de la réglementation d'un domaine qui est de sa compétence en vertu de la Constitution. Il s'agit de la protection de la navigation, la protection des voies navigables pour le rafting, le kayak. Donc, on élimine ici
la protection environnementale par l'entremise de la plupart des grandes lois du Canada. Merci, Monsieur le Président. Questions et observations, l'honorable député de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier l'honorable député de son discours. Dans son discours, l'honorable député, Monsieur le Président, a fait référence à l'autorisation électronique de voyage. Cette autorisation électronique de voyage est un mécanisme qui, en fait, est conçu pour faciliter les déplacements vers le Canada pour les voyageurs à faible risque. Et c'est une initiative qui nous permettra de déterminer quels sont les voyageurs à haut risque avant qu'ils n'arrivent au Canada. En cette ère, la sécurité est une préoccupation primordiale. Alors, ma question à l'honorable député est la suivante. N'est-il pas logique de travailler en collaboration avec nos partenaires partout dans le monde pour s'assurer que ce genre d'initiative soit mise en place afin que nous puissions mieux protéger nos collectivités, afin que nous puissions mieux protéger nos enfants, nos familles, qu'ils soient à l'école, dans les magasins, on doit les protéger des situations à risque élevé. En tant que gouvernement, nous devons les protéger. Nous devons faire en sorte que les gens qui arrivent au pays ne posent pas de risque pour les citoyens canadiens. L'honorable député de Saanich-Gulf Island. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier mon collègue de Richmond Hill de sa question. Il doit établir un certain équilibre. Évidemment, nous nous attendons à ce que les Canadiens, les services de renseignement du Canada et les services de sécurité du Canada travaillent avec la diligence requise pour éviter que ceux qui posent un risque pour le Canada atterrissent sur notre territoire. Mais l'idée que cela félicite le terrorisme va à l'encontre En fait, ça n'a rien à voir avec le fait de remplir une nouvelle autorisation pour arriver au Canada. Ils doivent avoir ce nouveau formulaire papier avec eux, autrement ils ne peuvent entrer au Canada. Quel genre de message est-ce que cela envoie aux terroristes? Je pense qu'on n'a pas établi le bon équilibre. Si on veut faire en sorte qu'il n'y a aucun terroriste qui arrive au Canada, aucun touriste qui ne présente un risque, eh bien, je pense qu'il faudrait bannir le terrorisme. Mais de laisser entendre qu'ainsi on favorise le terrorisme, je pense que c'est faux. Ou de laisser entendre plutôt que cela favorise le tourisme, je pense que cela n'a aucun sens. Président, alors, je remercie ma collègue pour son discours. J'aime beaucoup poser des questions en ce concernant l'environnement, cette députée qui en connaît quand même pas mal. Donc, elle apporte quelque chose d'intéressant ici à la Chambre des communes. J'aimerais donc poser une question concernant le fait que les conservateurs ont enlevé le mot « environnement » de leur site web lorsque le NPD a découvert que finalement, la loi sur la protection des eaux navigables était en fait une loi environnementale et que le site web en parlait explicitement que cette loi-là protégeait l'environnement. Et que quelques minutes ou quelques heures plus tard, toutes les références au mot environnement ont été éliminées du site web, comme par hasard, j'imagine, c'était pas planifié. Hein. Donc, est-ce que je pourrais demander à ma collègue qu'est-ce qu'elle pense de ce geste-là des conservateurs et si elle pense que cette loi-là était en fait quelque chose qui aidait à protéger l'environnement? Honorable député de Saanich-Gulf Island. Donc, je vais remercier mon collègue pour sa question. Oui, c'est très intéressant et je pense que je trouve très amusant quand le député du parti NPD de Halifax a posé les questions vers les ministres du gouvernement au sujet de l'enlèvement du mot environnement dans le site web pour la protection de l'eau navigable. Mais c'est toujours le même thème que j'espère que j'ai expliqué, que dans la Constitution, nous avons le droit et la responsabilité fédérale pour la protection des droits de navigation. Et puis, c'est implicite dans ça, c'est inclus de protection des lots navigables. C'est donc avec le cours de temps, avec la croissance des concerns environnementaux, la loi pour la protection de l'eau navigable a devenu une loi environnementale. C'est pour ça qu'il a été utilisé le mot environnement dans le site web et c'est pour ça que maintenant les changements dans C45 sont vraiment dangereux pour la grande majorité de l'eau au Canada.